Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel qui est consacré aujourd'hui à plusieurs notions. Tout d'abord, la gestion des filtres qui va nous permettre de rechercher des informations particulières dans une base de données assez rapidement. Une application commerciale de l'utilisation des fonctions de recherche pour la mise en place d'une facture automatique, la découverte des principaux types de graphiques et la mise en place de deux graphiques particuliers, à savoir un histogramme empilé et une pyramide des âges. Pour la mise en place des filtres, dans un premier temps, nous sommes ici sur une feuille de calcul qui présente donc des données d'une entreprise, la gestion des salariés qui sont repérés par leur matricule. Pour chaque salarié, nous stockons le nom, le prénom, sa qualification, le site sur lequel il travaille, la pièce de bureau dans laquelle on peut le trouver, des informations sur son numéro de téléphone, son salaire, le sexe, la date de naissance et son âge. Pour mettre en place les filtres, comme à chaque fois qu'on travaille avec des tableaux de données, l'idéal est de se placer dans la première cellule en haut à gauche, donc comme ici dans la cellule A1, et d'aller dans l'onglet des données et de pouvoir activer les filtres avec le petit entonnoir ici filtré. Lorsque l'on clique dessus, nous voyons apparaître dans l'entête de chacune des colonnes des petits menus déroulants qui vont nous permettre donc de pouvoir filtrer dans chaque colonne selon des critères particuliers. Par exemple, nous pourrions choisir ici uniquement de prendre les femmes, donc je ne choisis que les femmes, et je vais pouvoir lire directement ici en bas de mon écran à gauche le nombre d'enregistrements trouvés, 177, ce qui signifie qu'il y a 177 femmes dans l'entreprise. Je pourrais rajouter des filtres supplémentaires et ne prendre que les femmes qui sont par exemple cadres sup. Et valider ici et constater qu'à présent il ne reste plus que 12 enregistrements, ce qui signifie qu'il y a 12 femmes cadres supérieurs dans l'entreprise. Je pourrais rajouter des filtres numériques, sur le salaire par exemple. Dans les filtres numériques, lui demander d'avoir un salaire qui soit supérieur à, et par exemple, 70 000 euros. Là encore, je constate qu'il reste toujours 12 enregistrements, ce qui signifie qu'il y a bien 12 femmes qui sont cadres supérieurs dans l'entreprise et qui ont un salaire annuel supérieur à 70 000 euros. Dernier petit point avant de pouvoir continuer, un petit détail, il pourrait nous arriver de vouloir calculer la moyenne des salaires de ces 12 femmes. L'erreur à ne pas commettre ici serait de le faire avec une formule, nous allons pouvoir le vérifier. Si nous calculions la moyenne de cette manière-là, avec une formule moyenne en sélectionnant les salaires qui nous intéressent, on pourrait constater en validant que le résultat semble complètement erroné puisque l'ensemble des femmes gagnent plus de 70 000 euros et que la moyenne ici indiquée serait de 36 000. Si on regarde plus en détail la formule, nous allons comprendre pourquoi cette erreur. En fait, la formule démarre à H43, la ligne 43 ici, et s'arrête à la ligne 282. Mais elle prend en compte toutes les lignes entre la 43 et la 282 qui ont été masquées par les filtres. Donc en fait, elle fait la moyenne des salaires du 43e au 282e salaire. Donc pour éviter ce genre d'erreur, il ne faudra pas utiliser de formule de ce type-là lorsqu'on manipule des filtres. Pour connaître certaines valeurs comme la moyenne par exemple, il nous suffira de sélectionner les cellules concernées, ici les 12 salaires concernés, et d'utiliser cette fois-ci une lecture en bas à droite sur la calculatrice automatique qui nous indique ici le nombre de cellules non vides, la somme de tous ces salaires, mais également la moyenne ici de 86 523,83 centimes. Donc dans l'utilisation des filtres, bien penser lorsqu'il faut faire des calculs comme des moyennes par exemple, à sélectionner les valeurs et à le lire dans la calculatrice automatique. Pour répondre à des questions sur des filtres différents, vous pouvez constater que chaque colonne sur laquelle un filtre est appliqué se voit affectée d'un petit symbole ici avec un entonnoir qui nous explique que le filtre a été mis en place sur cette colonne, filtre qu'il est possible d'effacer directement à cet endroit-là. Le meilleur moyen de ne pas commettre d'erreur et de laisser des filtres sans s'en rendre compte est de systématiquement toujours effacer les filtres dans le menu données ici, effacer, afin de rétablir la situation au départ et de pouvoir recommencer la réponse à une nouvelle question. Il est également possible de désactiver les filtres en recliquant simplement sur l'entonnoir comme nous l'avons fait pour les mettre en place. Donc je vais réactiver les filtres et les remettre en place. Et donc nous allons pouvoir nous entraîner avec la réponse à différentes questions qui se trouvent sur la feuille de calcul suivante. Première question par exemple, combien de salariés dans l'entreprise? Donc pour celle-ci, inutile de mettre en place des filtres. Nous pouvons constater qu'il y a en tout et pour tout 282 lignes dans notre tableau, sachant qu'il y a la ligne d'en-tête de colonne à extraire, il reste 281 personnes dans l'entreprise. Nous allons pouvoir ici renseigner la réponse et constater lorsque ça s'allume en vert que la réponse est bien la bonne.
Nous allons procéder de la même manière pour toutes les autres questions. Combien de femmes sont cadres supérieurs dans l'entreprise? Nous retournons dans la base de données, les filtres sont activés. Nous cherchons les femmes uniquement qui sont cadres supérieurs dans l'entreprise. Et nous pouvons constater qu'elles sont au nombre de 12. Il nous est possible à présent de répondre à cette question. Avant de consulter la correction, je vous invite à essayer de terminer par vous-même la suite de cet exercice et de rechercher dans la base de données les réponses aux questions qui sont ci-dessous. Si vous avez quelques erreurs constatées avec des cases allumées en rouge, je vous propose de le faire ensemble pour terminer l'exercice. Nous cherchons cette fois le nombre de salariés qui sont cadres dans l'entreprise, mais sans les cadres sup. Donc les simples cadres salariés dans l'entreprise. Nous effaçons les filtres. Nous voulons donc uniquement les simples cadres. Et nous réalisons qu'il en reste uniquement 40. Nous pouvons vérifier la réponse qui est ici vérifiée. Question suivante. Combien de femmes cadres et cadres sup? Donc ici, nous revenons encore une fois dans la base de données. Nous voulons effacer les filtres. Nous cherchons uniquement les femmes qui soient à la fois cadres et cadre supérieur. Nous prenons les deux. Et cette fois-ci, la réponse serait 25. Combien d'hommes travaillent à Strasbourg? Même principe. On efface les filtres. Nous ne cherchons cette fois que les hommes. Et le site sur lequel ils travaillent sera uniquement le site de Strasbourg. La réponse proposée est 7, que nous pouvons vérifier automatiquement. Combien de salariés ont un salaire supérieur ou égal à 70 000 €? Donc ici, il n'y a pas de sexe. Nous cherchons simplement un salaire qui soit en filtre numérique supérieur ou égal à 70 000 € annuels. La réponse est 28. Le nombre d'agents dont le salaire est compris entre 15 000 et 25 000 €. Ici, il nous faut effacer les filtres, chercher uniquement à prendre les agents et un filtre de salaire qui sera compris en filtre numérique entre 15 000 et 25 000. La réponse proposée 91. Le nombre de salariés qui sont des hommes cadres à Paris. Donc nous revenons effacer les filtres. Nous cherchons donc des gens qui sont des hommes qui travaillent à Paris et qui sont uniquement cadres simplement, donc sans les cadres sup, juste les cadres. La réponse 13. L'âge du plus jeune cadre sup, donc cette fois nous effaçons les filtres, nous voulons uniquement la qualification des cadres supérieurs que nous récupérons ici, et il est possible dans la colonne des âges de trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, et de constater que l'âge du plus jeune cadre sup est 27. Et enfin, la moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas agents arrondis en décimales. Donc nous cherchons une moyenne, attention, il ne faudra pas utiliser cette formule ici, mais bien la calculatrice automatique, des salaires des personnes qui ne sont pas agents. Donc nous allons effacer les filtres, chercher toutes les personnes sauf les agents, et nous voulons récupérer la moyenne. Donc il nous suffit pour cela de sélectionner toutes les valeurs de moyenne ici, et de regarder la réponse en bas, 54 858,85, si nous arrondissons 54 859, pardon. 54 859. Voilà pour l'utilisation des filtres. Dans ce deuxième exercice, il s'agit de réappliquer les fonctions déjà vues dans d'autres tutoriels, à savoir les fonctions de recherche verticale, recherche horizontale et la fonction équive, afin de pouvoir mettre en place une application automatique. L'intérêt étant de pouvoir proposer à un salarié de choisir ici son matricule. Nous irons plus loin tout à l'heure en essayant de proposer une liste déroulante avec un choix déjà préétabli et de permettre au salarié, avec cet unique choix, de pouvoir voir automatiquement apparaître son nom, son site, son salaire, que sa catégorie de salaire soit calculée ici et qu'on puisse estimer sa prime directement de manière complètement automatique. Nous allons pour cela travailler avec 3 tableaux, à savoir le tableau vert ici qui servira à calculer les catégories de salaire, le tableau rouge sélectionné ici qui lui permettra de trouver le montant de la prime, et puis le tableau de la base de données sur l'onglet précédent, ici,
sur lequel nous allons commencer par effacer les filtres, qui va nous permettre, lui, de rechercher les informations de nom, de prénom et de salaire pour chacun des employés qui aura la fiche à remplir. Je vous propose déjà donc de désactiver les filtres sur celui-ci et nous allons vouloir donner un nom à ces différents tableaux. Si nous prenons le premier tableau ici, le tableau vert, nous allons sélectionner. Pour donner un nom au tableau, je vous rappelle, plusieurs solutions. Venir ici, la solution la plus rapide dans cette cellule, et donner le nom à notre tableau qui s'appellera ici salaire. Il est aussi possible d'utiliser le clic droit, définir un nom. Et comme nous l'avions vu, dans l'onglet Formule, vous pouvez aussi ici définir un nom directement. L'avantage de cette solution est qu'elle vous donne aussi accès au gestionnaire des noms, dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les variables déclarées sur le fichier, afin de pouvoir les supprimer s'il y a eu une erreur et les remplacer par un autre nom. Nous procédons de la même manière donc pour le tableau rouge ici en entier, que nous allons appeler lui catégorie. Donc encore une fois ici en haut à gauche, catégorie. Et enfin, nous voulons donner un nom à toute la base de données qui se trouve sur l'onglet précédent, ce qui nous évitera en pleine formule d'avoir à voyager entre deux feuilles de calcul. Première solution, on démarre d'en haut à gauche et on sélectionne tout le tableau en entier tranquillement jusqu'en bas. Donc cette solution est relativement longue parfois puisqu'il peut y avoir beaucoup de lignes et le risque est de lâcher la souris avant d'arriver au bout. Deuxième solution un peu plus rapide qui vous évite quelques erreurs. Vous vous placez tout en haut à gauche. Vous descendez tranquillement avec l'ascenseur jusqu'en bas. Vous maintenez la touche Shift, la flèche majuscule enfoncée en cliquant sur la dernière case et il va sélectionner en entier tout votre tableau. Ce tableau en entier va lui s'appeler BDD comme base de données. Une fois que les noms ont été donnés, il nous faut maintenant travailler sur les trois premières cellules qui vont nous permettre de retrouver directement dans la base de données en fonction du matricule le nom, le site et le salaire de la personne. Si nous regardons la manière de procéder, sur l'onglet de la base de données, nous allons chercher le matricule de la personne jusqu'au moment où nous allons le trouver pour accéder à sa ligne. Il s'agit donc bien ici d'une recherche verticale. La valeur cherchée est bien le matricule de la personne. Et une fois que nous aurons trouvé son matricule, dans la ligne qui sera concernée pour cette personne, il nous restera à aller piocher dans la bonne colonne, à savoir la colonne 2 pour le nom, la colonne 5 pour le site et la colonne 8 pour le salaire pour aller récupérer la bonne information. Nous allons donc mettre 3 fois de suite la même formule en place pour aller récupérer ces 3 informations en fonction du matricule. Si nous cherchons à résoudre le premier, ici nous faisons donc une recherche verticale, recherche V. La valeur qui va être recherchée dans le tableau est bien le matricule. Ce matricule va être recherché dans quelle table, dans quelle matrice. Si on suit ici la demande, il s'agit bien du tableau en entier, c'est-à-dire BDD. Je vous rappelle que le tableau dans lequel nous allons chercher doit contenir deux choses. L'élément recherché, ici le matricule, et l'élément que nous voulons trouver, à savoir la colonne nom, la colonne site ou la colonne salaire. D'où l'intérêt de prendre le tableau en entier et de ne pas avoir à se poser de questions sur le choix du tableau à choisir. Ensuite, il nous faut choisir le numéro d'index de colonne. Alors si vous l'avez oublié, évitez à ce moment-là de revenir en arrière dans l'onglet base de données, puisque ça va poser un problème avec votre formule. Il faut anticiper le numéro de colonne à l'avance. Le nom, lui, se trouvait dans la deuxième colonne de votre tableau. Et enfin, comme nous l'avons fait à chaque fois, nous allons mettre la valeur faux pour une correspondance exacte. Autrement dit, nous cherchons exactement le matricule choisi au départ dans la case A3 et pas un matricule qui s'en approcherait globalement. Je vous propose de continuer de la même manière pour rechercher le site et le salaire en utilisant encore une fois la même formule de recherche verticale et vous pourrez constater que la seule chose qui va changer dans ces deux éléments est le numéro de colonne qui sera la colonne numéro 5 pour le site et la colonne 8 pour le salaire. Si nous consultons la correction à présent, on procède de la même manière pour la recherche de site, recherche verticale, la valeur recherchée est le matricule, le tableau est toujours BDD, la base de données, nous avons renseigné à l'avance. Le numéro de colonne, cette fois-ci, pour le site, sera la colonne numéro 5 du tableau. Et encore une fois, nous faisons une recherche exacte. Pour aller plus vite, il est tout à fait possible de recopier cette formule que nous venons de faire avec la colonne 5, d'appuyer sur Échappe pour ne pas modifier la formule en cours et de venir la recoller dans la case suivante pour avoir recollé la même formule. La seule modification à apporter sera ici de pouvoir modifier le numéro de colonne 5 par la colonne 8 qui correspond à la colonne du salaire.
Il s'agit à présent de rechercher la catégorie de la personne. La catégorie de la personne va, elle, dépendre du salaire. Globalement, le salaire de 56 482,43 euros que nous avons ici va être passé dans cette ligne verte pour être situé dans cette case entre 45 000 et 60 000 euros et donc correspondra à une catégorie numéro 3, troisième case. Pour cela, je vous demande d'utiliser la fonction équive qui va donc prendre une valeur, la faire passer dans une bande, je vous rappelle, horizontale ou verticale. La fonction équive est ni plus ni moins un curseur qui se promène sur une bande horizontale ou une bande verticale à la recherche d'une valeur et qui s'arrêtera quand elle l'aura trouvée, soit de manière exacte si elle existe, sinon dans le cadre d'un encadrement comme nous allons le faire ici. Donc je vous propose de chercher un petit peu, encore une fois, avant de consulter la correction. Nous pouvons à présent rechercher la catégorie. Donc égale équive ici, et nous allons suivre tranquillement ce qui nous est demandé. Quelle est la valeur cherchée? Autrement dit, quelle valeur va nous permettre de trouver cette catégorie? Il s'agit bien du salaire qui sera dans la case ici des 3. Ce salaire, nous allons le promener dans un tableau, encore une fois je vous rappelle, une seule bande, soit horizontale, soit verticale. Il s'agira pour nous ici d'une bande horizontale qui est cette bande verte, uniquement les cellules vertes. Donc le tableau que nous avons appelé salaire, qu'on aurait pu aussi rappeler directement par son nom ici. Le dernier choix est relativement important. Il est possible de chercher en étant inférieur à, supérieur à ou en correspondance exacte. La correspondance exacte ici n'est pas possible puisque la valeur cherchée 56 482 n'existe pas dans le tableau vert qui est proposé. Il va donc nous falloir choisir entre les deux autres en sachant que nous n'avions pas vu forcément la valeur supérieure à. Le choix inférieur à va permettre de prendre cette valeur et de démarrer de la gauche vers la droite, du plus petit vers le plus grand, et de continuer à avancer en étant toujours plus petit que la borne supérieure. Donc cette valeur de 56 482 va bien être promenée sur cette bande et s'arrêter à cet endroit-là, dans la troisième case, entre 45 000 et 60 000. Le choix de supérieur à, qui ne correspond pas forcément en général aux applications directes que nous mettons en place, serait le même, mais partirait de la droite vers la gauche, donc du plus grand vers le plus petit, dans un ordre qui serait inverse. Donc ici, nous choisissons bien la valeur inférieure à, qui va nous permettre de trouver un encadrement pour notre salaire dans le tableau vert qui est sélectionné ici. Nous constatons bien qu'effectivement, il s'agit de la catégorie 3, puisque 56 482 se trouve bien à cet endroit-là, dans la case D13, entre 45 000 et 60 000. Il fallait faire attention effectivement ici à ne bien sélectionner que la bande verte pour l'équive et ne pas prendre le mot salaire avec, qui aurait eu comme impact de décaler la réponse d'une valeur. Ici, si nous avions pris cette ligne-là, le résultat aurait été 4 puisque 56 482 se trouverait forcément dans cette case-là, donc dans la quatrième. Il nous reste à présent, grâce à la fonction de recherche horizontale, à trouver la prime qui correspondrait à une catégorie numéro 3. Avant de mettre en place cette formule, pour encore une fois vous montrer que les recherches verticales et horizontales fonctionnent de la même manière que votre démarche de recherche à vous, essayez de trouver par vous-même la réponse. Quelle serait la prime de cette personne? Cette personne est en catégorie 3, et donc assez rapidement, vous allez pouvoir me dire que la prime de cette personne serait de 3 000 euros. Comment avez-vous procédé pour trouver cette réponse? Vous avez recherché quelle valeur? Le 3 de la catégorie. Vous l'avez cherché dans quel tableau? Le tableau rouge. De quelle manière? Horizontalement, en mettant votre doigt ou votre regard ici sur le mot catégorie et en voyageant horizontalement jusqu'à trouver la catégorie numéro 3 dans ce tableau rouge. Une fois cette catégorie trouvée, on va se reporter cette fois plus dans une colonne mais dans un numéro de ligne, à savoir ici la ligne numéro 2, pour aller récupérer la valeur qui est à trouver et qui est donc à afficher. Donc il s'agit ici d'une recherche horizontale de la catégorie dans le tableau rouge dans sa totalité. Et une fois que la valeur a été retrouvée de manière horizontale, nous nous reportons à la ligne numéro 2 pour afficher la valeur cherchée. Je vous propose d'essayer de mettre en place cette formule tout seul avant de consulter la correction. Si nous souhaitons à présent corriger ensemble cette dernière question, il s'agit ici donc d'une recherche horizontale, comme nous l'avons vu. Nous recherchons une valeur qui est la catégorie juste à côté. Cette catégorie va être recherchée horizontalement dans la totalité du tableau rouge. Encore une fois, nous prenons tout le tableau, puisque le tableau doit contenir deux choses. La ligne avec la catégorie recherchée, le fameux 3, et la ligne avec la prime, qui est la réponse que nous voulons trouver. Donc encore une fois, il nous faut bien les deux valeurs à l'intérieur du tableau de recherche. Cette fois, ce n'est pas une colonne que nous choisissons, mais bien une ligne. Une fois que la valeur 3 a été retrouvée ici, nous nous reportons à la ligne numéro 2 du tableau rouge pour aller afficher la réponse souhaitée.
Et comme nous l'avons fait jusqu'à présent à chaque fois, ici, le choix du faux pour la correspondance exacte qui va nous permettre de retrouver exactement le numéro 3 que nous avons cherché. Nous avons donc mis en place ici 5 formules qui vont, en fonction d'un matricule saisi dans la cellule A3, se remplir automatiquement avec le nom, le site, le salaire, la catégorie et la prime. Plutôt que de saisir manuellement le matricule dans cette case, nous allons enfin terminer avec la possibilité de mettre ici une liste déroulante qui proposerait aux salariés de pouvoir choisir automatiquement son matricule parmi une proposition déjà établie. Pour cela, nous nous positionnons dans la cellule A3 ici directement et nous allons utiliser dans l'onglet des données la validation des données que nous avions déjà utilisées au préalable pour d'autres solutions afin de mettre en place une liste. Donc je me place dans la cellule qui m'intéresse, la cellule A3, je vais dans l'onglet des données, validation des données, et cette fois, dans les options de choix, je vais autoriser uniquement une liste, et je vais choisir la source de cette liste, et comme source de la liste, je vais simplement choisir la totalité des valeurs de matricule qui m'intéressent. Donc je vais me reporter sur la feuille de calcul BDD, et choisir manuellement la totalité des matricules de l'entreprise. Une fois que le résultat sera validé, je verrai apparaître sur cette cellule une petite flèche avec un menu déroulant qui me permettra automatiquement de modifier ici le choix du matricule et de pouvoir voir qu'effectivement les informations correspondantes, nom, site, salaire, catégorie et prime seront automatiquement remises à jour directement. Nous allons à présent pouvoir découvrir les principaux graphiques et leur mise en œuvre sur Excel. On va réaliser assez rapidement que pour les graphiques simples, il est assez facile de mettre en place des graphiques sans beaucoup se poser de questions, et nous allons découvrir dans certaines situations qu'il faudra manuellement intervenir pour que le logiciel puisse vraiment comprendre le graphique recherché et répondre à nos attentes. Pour la mise en place d'un graphique, en partant d'un tableau en général, nous sélectionnons toutes les valeurs de notre tableau, en prenant également en général les en-têtes de colonne, et cela se passe dans l'onglet Insertion, avec les choix de graphiques qui vont être proposés ici directement. Nous choisissons ici un graphique secteur, et nous allons aujourd'hui travailler exclusivement sur des graphiques en 2 dimensions. Donc pour le graphique en camembert, le graphique en secteur, nous choisissons la première proposition ici, et vous pouvez constater que très rapidement, le logiciel a compris automatiquement que le chiffre d'affaires sur le titre de notre graphique. Il a mis en place une légende ici directement selon les différents secteurs, avec une répartition par couleur qui correspond assez naturellement à ce que nous cherchons. Pour comprendre le fonctionnement des graphiques sur Excel, il nous faut réaliser qu'il y a ici maintenant un outil graphique lorsque le graphique est sélectionné, 2 onglets contextuels qui apparaissent. Le premier, création, qui va nous permettre très rapidement d'accéder à des modèles préétablis pour une présentation graphique qui serait un petit peu différente. Nous trouverons aussi également ici certains éléments qui vont nous servir par la suite. La possibilité d'interverser les colonnes et les lignes lorsque le logiciel aura mal interprété les axes des abscisses et des ordonnées. La possibilité de sélectionner des données à la main, encore une fois, pour améliorer de manière plus fine le choix des données pour le graphique, lorsqu'il y aura une mauvaise compréhension du logiciel. Et puis la possibilité de changer de type de graphique assez rapidement, pour passer par exemple d'un graphique en camembert à un graphique sous forme de courbe. D'autres options ici, le petit plus sur la droite du graphique qui va nous permettre de déterminer la présence des éléments comme le titre du graphique, les étiquettes de données ou la légende mise en place, que nous allons pouvoir afficher ou modifier. L'intervention ici sur les styles et les couleurs de notre graphique directement, et la possibilité de filtrer les différentes données qui seront affichées en enlevant par exemple une partie qui va être cachée directement. Le principe du graphique sous forme de camembert, du graphique secteur, son intérêt principal est de montrer la proportion de quelque chose par rapport à un tout, comme c'est le cas ici par exemple, de pouvoir assez facilement montrer la part représentée par un secteur d'activité par rapport à la totalité d'un chiffre d'affaires. Deuxième graphique à découvrir ici, il s'agit du graphique radar qui est très utilisé dans le cadre des évaluations, que ce soit des tests de QI, les évaluations dans les écoles primaires et au collège aussi également, et qui peut être très intéressant pour faire une comparaison selon différents points entre 2 personnes, par exemple ici 2 vendeurs, le vendeur 1 et 2, et de pouvoir évaluer leurs capacités respectives sur différents points d'évaluation. Encore une fois, il nous suffit de sélectionner la totalité de notre tableau et de retrouver le graphique radar qui se trouve ici, en forme de toile d'araignée que nous pouvons sélectionner directement.
Ce graphique va nous permettre d'évaluer les capacités du vendeur 1 ici en bleu et du vendeur 2 ici en rouge sur les différents points, de constater assez rapidement que le vendeur 1, ses points forts se situent en accueil, en présentation et en politesse et qu'il devrait travailler effectivement la vente et la ponctualité. Au contraire, le vendeur numéro 2, lui, est très performant pour la vente et la ponctualité et relativement moyen dans les autres domaines et devrait éventuellement s'améliorer dans la capacité d'accueil et dans sa présentation. Graphique donc très intéressant pour faire des comparaisons de produits, de vendeurs, de salariés, d'étudiants. Encore une fois, utilisé dans le cadre des tests de QI sur les différents points de test. Pour mettre en place un graphique de la sorte, il y a 2 éléments à respecter en général. Éviter de dépasser les 10 points d'évaluation afin que le graphique reste lisible. Et surtout, conserver une même échelle systématiquement. Ici, nous avons une échelle jusqu'à 10 qui a été la même sur tous les axes d'évaluation. Garder un graphique régulier en notant systématiquement sur chaque point sur le même barème. Troisième type de graphique très connu, l'utilisation des courbes. Là encore une fois, nous allons sélectionner la totalité de nos colonnes de tableau avec les en-têtes et dans l'onglet Insertion, choisir un graphique en courbe simple, ici le premier, et de se rendre compte qu'encore une fois, le logiciel va interpréter automatiquement ici l'axe des abscisses qui va nous présenter l'évolution dans le temps, à savoir les mois janvier jusqu'à décembre. En axe des ordonnées, les différents montants en euros pour les chiffres d'affaires, les charges et les bénéfices. Et l'évolution ici de ces 3 courbes qui vont nous permettre de repérer directement le chiffre d'affaires en bleu, les charges en rouge et les bénéfices en vert. L'intérêt d'un graphique en courbe, de pouvoir constater une évolution dans le temps avec des hausses et des baisses. La possibilité aussi de comparer 2 courbes dans leur hauteur l'une par rapport à l'autre. Nous pouvons par exemple constater ici que effectivement le chiffre d'affaires est toujours supérieur aux charges, qui est relativement intéressant dans un constat financier dans une entreprise. Et dernier point qu'il est toujours intéressant de constater sur un graphique où il y a plusieurs courbes, c'est les points d'intersection. Par exemple ici, le moment où les charges vont se croiser avec les bénéfices, qui sont des moments particuliers à étudier et analyser dans le cadre d'une étude de graphique. Profitons de ce graphique particulier pour vous montrer comment agir de manière ponctuelle sur un élément du graphique. Il m'est possible de cliquer sur la courbe verte ici une fois, de voir que tous les points de la courbe verte vont s'allumer. Et je vais pouvoir, par exemple, uniquement pour cette courbe qui représente les bénéfices, faire le choix de modifier le type de graphique, ici, et de dire que la courbe des bénéfices deviendra désormais un histogramme. Il est donc tout à fait possible de mélanger 2 types de graphiques dans un même graphique avec plusieurs courbes. Ici, il y a un intérêt de pouvoir constater que effectivement, le chiffre d'affaires et les charges sont 2 courbes qui évoluent dans le temps avec des hausses et des baisses et un écart entre les deux sans aucune intersection, ce qui est relativement intéressant, et de pouvoir mesurer ici en histogramme de manière plus quantitative le montant des bénéfices et de constater encore une fois les hausses et les baisses dans le temps. Ici, il s'agit de découvrir 2 histogrammes. Le premier se fera sans aucun problème et nous allons avoir ici, dans le deuxième cas, l'obligation de manipuler nous-mêmes les données choisies pour que le logiciel puisse vraiment interpréter correctement notre graphique. Pour le premier histogramme, nous allons choisir ici toutes les valeurs de notre tableau et dans l'onglet Insertion, mettre ici en place un histogramme simple, classique. Encore une fois, Excel va interpréter très facilement le travail attendu. Nous avons l'axe des abscisses, encore une fois, qui va représenter les différentes tranches d'âge. Et en axe des ordonnées, les montants en euros des salaires moyens qui vont être indiqués. L'avantage d'un tel graphique est qu'il permet pour chaque catégorie de personnes de visualiser de manière quantitative et de pouvoir les comparer entre elles, les montants qui sont associés. Je vais mettre ce graphique de côté et essayer de vous montrer comment cela peut se poser problème dans un tout autre cas qui est présenté pourtant de la même manière. Nous sélectionnons donc ici toutes nos valeurs directement dans notre tableau comme nous l'avons fait jusqu'à présent et nous allons faire le choix encore une fois de faire une insertion d'un graphique qui serait toujours un histogramme classique. Petit problème ici, contrairement à ce que nous aurions souhaité, puisque nous aurions voulu que l'âge soit en abscisse et qu'en ordonnée nous puissions voir le nombre de personnes concernées pour chaque âge, ici les 2 valeurs ont été mises directement en ordonnée et les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 présentes en abscisse correspondent simplement aux lignes 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7 de notre tableau. Donc finalement, pour l'instant, Excel a interprété différemment. Il a mis chaque ligne du tableau en tant que catégorie en abscisse et a présenté les deux valeurs en histogramme directement l'une à côté de l'autre. Pour modifier cela, il va nous falloir cette fois-ci indiquer clairement nous-mêmes à la main quelles sont les données à mettre en abscisse et en ordonnée pour le logiciel. Dans l'onglet Création toujours, nous allons pouvoir nous-mêmes sélectionner les données et voir apparaître ce tableau. Nous retrouvons ici l'entrée de légende des séries et les étiquettes de l'axe horizontal des abscisses qui sont ici à droite. Première chose, donc ici dans la première case qui correspond donc aux ordonnées, nous allons supprimer la valeur qui ne nous intéresse pas, à savoir l'âge, puisque nous ne voulions uniquement que le nombre. Donc cet âge, nous allons carrément le supprimer. Nous pouvons constater qu'effectivement ici maintenant, ce sont uniquement le nombre de personnes qui vont apparaître, donc une seule colonne à chaque fois qui va s'afficher. Nous souhaitons après modifier ces valeurs de 1 jusqu'à 7 et les remplacer par les âges réguliers qui sont placés ici, à savoir les valeurs de 18 à 23. Donc nous allons modifier manuellement le choix des étiquettes des abscisses et choisir ici nous-mêmes les valeurs à la main de 18 à 23 avant de valider. À présent, nous avons le graphique attendu, puisque nous avons bien les âges de 18 à 23 qui représentent les 7 catégories différentes en axe des abscisses, et puis en ordonnée, le nombre de personnes qui peut être lu de manière directe sur le graphique. Découvrons à présent un graphique intéressant et plutôt classique dans le domaine commercial. Il s'agit ici de faire un histogramme empilé qui va représenter trois valeurs dans le prix de vente d'un produit, à savoir son coût de fabrication, le coût du transport, la proportion qui sera réservée à la marge effectuée et de pouvoir afficher ensuite au-dessus de cet histogramme empilé le prix de vente directement. Dans cet exercice, nous allons travailler de manière un petit peu différente pour constater que dans certains cas, l'interprétation du logiciel Excel peut être un petit peu différente. Commençons à faire notre graphique en ne prenant pas le prix de vente directement ici. Et nous allons cette fois, dans l'onglet Insertion, choisir un histogramme, mais le deuxième, à savoir un histogramme empilé. Nous sommes assez proches du résultat attendu. Nous avons bien ici les 4 produits P1, P2, P3 et P4 qui se sont placés en abscisse et la possibilité de lire les sommes en ordonnée pour la légende qui nous donne le coût de fabrication en bleu, le transport en rouge et la marge en vert. Il nous resterait effectivement à faire apparaître mathématiquement ici le prix de vente total qui serait le cumul de ces trois sommes directement ici. Pour cela, nous allons envisager éventuellement de prendre cette quatrième colonne dans le choix de nos données directement afin de pouvoir améliorer notre graphique. Donc ce graphique-ci, nous allons le supprimer et retenter la manipulation cette fois en sélectionnant la totalité des valeurs et nous faisons donc de nouveau une insertion d'un graphique empilé, toujours ici le deuxième. Par contre, dans ce cas, nous constatons que l'interprétation du logiciel n'est plus du tout la même, puisque les produits se sont mis ici en légende et que nous voyons apparaître ici les différents coûts en axe des abscisses. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu une inversion complète entre ordonnée et abscisse, donc entre ligne et colonne. On peut remédier assez rapidement à cette problématique-là en allant ici, intervertir les lignes et les colonnes directement. Donc dans l'onglet Création, intervertir les lignes et les colonnes. Pour retrouver, comme nous l'avions tout à l'heure, les différents produits 1, 2, 3 et 4 en abscisse et une lecture en ordonnée des différents coûts. Nous allons maintenant essayer de découvrir comment un petit peu améliorer ce graphique afin de le rendre plus lisible. Première étape, nous souhaiterions par exemple rajouter les étiquettes de données et les mettre par exemple de manière centrée à l'intérieur de chaque case. Deuxième étape, nous réalisons que effectivement ces valeurs ici violettes, les 4 cases violettes, n'ont pas de vrai intérêt. Leur seule raison d'exister finalement serait de faire apparaître le prix directement. Comme nous l'avons fait au préalable, nous allons agir donc uniquement sur cette série violette. Donc pour le faire, vous cliquez une seule fois sur une case violette et de bien vous assurer que les 4 ont été sélectionnés. Comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent, nous allons modifier le type de graphique uniquement pour cette série violette et par exemple mettre une courbe classique. À présent, nous pouvons constater qu'effectivement la série d'étiquettes concernant la courbe violette est plutôt mal placée et rend le document assez illisible. Nous allons pouvoir donc sélectionner encore une fois cette courbe violette et modifier uniquement
les étiquettes de données pour cette série et les mettre cette fois au-dessus. Donc il est possible d'agir sur toutes les séries du graphique simultanément comme nous l'avons fait précédemment pour les étiquettes, mais nous pouvons aussi agir sur uniquement une seule série lorsque, comme nous le faisons ici, nous avons sélectionné la série violette au préalable avant d'agir. Donc nous plaçons cela au-dessus. Il nous reste à présent à régler deux petits problèmes. Premier problème, effectivement, cette courbe violette n'a pas de vrai intérêt graphique pour nous. Nous allons pouvoir la sélectionner encore une fois dans sa totalité et dans l'onglet format, lui mettre un contour sans contour, ce qui va avoir pour effet de la rendre transparente. Elle reste présente et nous permet d'avoir les valeurs qui s'affichent, mais le graphique lui-même restera transparent et ne sera pas visible. Nous allons pouvoir éventuellement agir sur toutes nos étiquettes. Alors en cliquant une fois sur une série d'étiquettes, encore une fois j'allume les 4 étiquettes d'un coup et je vais pouvoir par exemple dans l'onglet accueil mettre une couleur rouge et une grâce sur le texte. Il serait tout à fait possible de n'agir que sur une seule étiquette, par exemple en recliquant une fois sur celle-ci et de pouvoir aller la modifier pour mettre celle-là par exemple uniquement en orange. Donc globalement, pour travailler sur un graphique, il y a trois possibilités. Je peux ne sélectionner aucune des séries et dans quel cas mes modifications vont impacter les 4 séries d'un coup. Je peux cliquer automatiquement sur une série, c'est-à-dire les 4 cases vertes ici vont s'allumer, ou sur une seule case en recliquant une deuxième fois dessus. De la même manière pour les séries d'étiquettes, je peux cliquer une première fois sur une série d'étiquettes et allumer les 4 étiquettes d'un seul coup, ou recliquer sur une seule en particulier pour ne travailler que sur celle-ci. Dernier point à mettre en place ici, il va me falloir afficher le montant monétaire et pour cela le plus simple est de travailler directement dans le tableau de données sur lequel ici nous allons mettre un mode monétaire. Ce qui aura pour but de faire apparaître les valeurs en montant monétaire uniquement pour cette colonne ou si nous le souhaitons pour toutes les colonnes directement du graphique. Notre graphique est à présent terminé et représente effectivement ce que nous attendions de lui, à savoir un empilement du coût de fabrication, du coût de transport et de la marge, avec au-dessus un prix total de vente qui sera affiché directement. Dernier graphique très répandu, très connu à la fois dans le domaine de la démographie et de la population, mais qui peut être aussi très utilisé dans le cadre de l'entreprise. La création d'une pyramide des âges, à savoir une répartition entre les hommes et les femmes, donc par sexe, et également par tranche d'âge, afin de pouvoir savoir si l'entreprise est jeune ou vieillissante, et d'anticiper éventuellement un turnover. Donc pour mettre en place ce graphique, il va nous falloir mettre en œuvre un graphique en histogramme, mais cette fois de manière horizontale. Donc nous pouvons démarrer au début sans nous poser de questions, prendre toutes les valeurs de notre tableau, et venir insérer un graphique en histogramme horizontal. Le premier constat est qu'ici, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes, puisque les deux valeurs se retrouvent du même côté. Or, sur une pyramide des âges, les hommes seront d'un côté et les femmes de l'autre, ce qui veut dire qu'il faudrait que soit les valeurs rouges ou bleues, soit de l'autre côté de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à gauche de notre graphique. Pour mettre ça en place, mathématiquement, il nous suffit donc de faire en sorte que les âges soient écrits de manière négative et pas positive dans une des valeurs de notre tableau. Donc nous allons remédier à ça dans un premier temps en modifiant nos données. Donc je supprime mon graphique. Il s'agit par exemple de mettre l'âge des hommes en négatif, donc au lieu d'avoir la valeur 2 ici, d'avoir -2, -10, -34 systématiquement. Il est possible soit de le faire à la main ou d'essayer de le faire de manière un peu plus automatique grâce à une formule. Je vais dans cette cellule demander d'écrire ici la valeur opposée moins de la case juste à côté, à savoir ici -2. Et comme nous sommes en version relative, en écriture relative, il est possible d'étendre cette formule jusqu'en bas pour avoir toutes les réponses. Si je veux faire un copier-coller de cette valeur sur la colonne précédente, si je le fais sans faire attention, il va recoller la formule et donc me calculer moins la colonne d'à côté et il me mettra donc dans cette colonne-là l'opposé de l'âge des femmes, ce qui n'est pas ce que je recherche ici. Donc je vais effectivement copier cette valeur, CTRL-C ou avec la souris, et ici venir la coller, mais d'une manière particulière, c'est-à-dire débarrasser de la formule. Je ne veux coller que la réponse, le collage spécial en valeur 1, 2, 3. Je peux faire échappe, et à présent constater qu'effectivement dans chacune de ces cellules, la valeur saisie n'est plus une formule, mais uniquement le résultat. À présent, je peux effacer la colonne qui se trouve à droite.
Je peux donc recommencer la mise en place de mon graphique. Je prends toutes mes colonnes, insertion, d'un graphique en histogramme horizontal, et je me rapproche un petit peu plus du graphique que nous voulions mettre en place, à savoir un histogramme de la pyramide des âges. On constate ici un décalage entre les différentes valeurs et un gros écart entre chaque colonne, ce qui n'est pas le cas encore une fois sur une pyramide des âges, où chaque ligne de chaque côté doit être clairement alignée et où aucun écart ne doit être mis en place. Pour cela, cliquez sur n'importe quelle barre de n'importe quelle couleur et effectuez un clic droit pour aller dans les propriétés de la mise en forme. Pensez à agrandir un petit peu cette zone de travail pour constater qu'il y a effectivement ici deux curseurs. Le premier, la superposition que nous allons mettre au maximum afin que les deux lignes soient complètement alignées. Et l'autre, l'intervalle entre les colonnes, que nous allons mettre lui au minimum afin qu'il n'y ait plus d'espace du tout entre chaque élément. Deux éléments encore à modifier. Cet axe ici rend le graphique un petit peu illisible et nous souhaiterions le mettre ici sur le côté à gauche par exemple. Je clique encore une fois uniquement sur cet axe. Je réussis à sélectionner ici sous forme de rectangle. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir faire un clic droit pour aller dans la mise en forme de l'axe. Ici, dans cet axe-là, je vais aller dans le choix des étiquettes. Et dans le positionnement des étiquettes, je vais devoir choisir. Alors il y a ici une traduction qui a été peut-être mal faite puisqu'on est parti de l'histogramme vertical et que la traduction n'a pas été modifiée. Nous n'avons pas de choix gauche et droite ici, mais toujours un choix haut et bas. Et donc il faudra bien réaliser que le choix du bas correspondra à une position à gauche et que le choix haut correspondra à une position à droite. Il nous reste enfin un dernier élément à modifier. Notre axe ici qui fait état d'âge négatif puisque nous avons changé nos valeurs. Si nous voulons modifier cela, encore une fois, un clic sur cet axe, toujours pareil, clic droit, mise en forme de l'axe. Et cette fois, nous allons nous rendre dans la partie nombre tout en bas et remplacer le standard général ici par standard, point virgule, standard. Afin de lui demander d'avoir un affichage standard et normal et non négatif des deux côtés de l'axe, à la fois à gauche et à droite, le point virgule signifiant ici qu'il s'agit de l'axe qui sépare les deux. Lorsque l'on appuie sur ajouter, l'axe devient effectivement positif des deux côtés. Nous allons bien de chaque côté, de 0 à 50 et de 0 à 50 ici également. Pour aller un peu plus loin, je vous propose à présent un dernier exercice supplémentaire. Donc j'ai pour ma part rajouté une feuille de calcul blanche sur laquelle je souhaiterais créer encore une fois une pyramide des âges comme nous venons de le faire, mais une pyramide des âges avec des regroupements par âge qui correspondrait à la base de données que nous avons ici au départ, à savoir l'entreprise dans laquelle nous travaillons sur cet exercice-là. Il s'agit dans un premier temps de savoir comment partir de ces données brutes qui sont ici, afin de pouvoir obtenir un tableau semblable à celui que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire un tableau qui va regrouper des tranches d'âge, que nous déterminerons tout à l'heure, par sexe, à savoir hommes et femmes. Pour créer un tel tableau, nous allons pouvoir réinvestir ce que nous avons vu dans un autre tutoriel, à savoir l'utilisation d'un tableau croisé dynamique. Nous allons donc nous rendre sur notre base de données d'entreprise, nous placer tout en haut à gauche dans la cellule A1 et faire l'insertion d'un tableau croisé dynamique. Je vous rappelle qu'ici, il s'agit des données déterminant les bordures de votre tableau, donc à ne surtout pas modifier. Et nous allons mettre ce tableau sur une feuille de calcul qui existe déjà, et son emplacement sera déterminé par deux choses. Ici, en premier lieu, feuille 1 que je viens de créer, à savoir la nouvelle feuille de calcul, le nouvel onglet, et une cellule dans laquelle je vais voir apparaître mon tableau. En validant, il me faut à présent déterminer, donc pour avoir un tableau similaire au précédent, le sexe qui va apparaître en colonne. Donc je vais mettre le sexe ici en colonne. Et l'âge qui va m'intéresser aussi dans mon tableau, que je vais faire apparaître ici en ligne. Je vais donc bien avoir un tableau qui va me présenter différentes lignes d'âge avec une répartition hommes et femmes en colonne. Il s'agit à présent de calculer l'effectif de manière unique de femmes et d'hommes pour chaque âge. Et le seul élément qui va me permettre de compter les gens de manière unique sera effectivement le matricule, que je mettrai ici en valeur. On a donc ici le nombre de matricules pour chaque âge. Il nous reste à présent à créer des tranches d'âge qui pourraient être déterminées dans une comptine particulière et que nous allons choisir ici directement. Au lieu d'avoir chaque âge marqué ici, il s'agirait d'avoir des tranches d'âge et qui permettraient de regrouper les effectifs directement par tranche. Je vais cliquer sur n'importe quel âge
Et ici, dans l'onglet Analyse, choisir directement la possibilité pour grouper la sélection. Je vais demander par exemple à démarrer à partir de 20 ans jusqu'à 70 ans par tranche de 5 ans. Cela me permettra d'avoir effectivement des tranches d'âge qui démarrent à 20 ans et qui changent tous les 5 ans jusqu'à 70 ans ici directement et d'avoir un effectif cumulé pour chaque catégorie de personnes. Il me suffit maintenant de récupérer les valeurs de cette zone dans le tableau qui correspond exactement à ce que nous avions dans l'exercice précédent pour recréer la pyramide des âges. Il m'est impossible de modifier les valeurs en négatif directement dans le tableau croisé dynamique puisque celui-ci est clairement lié aux données de l'onglet BDD. Je vais donc effectuer ici une dernière fois un copier-coller, je copie mes valeurs et je les recolle ici, encore une fois en collage spécial pour ne garder que les valeurs et me débarrasser de toute trace de formule possible. Je peux éventuellement remettre un petit peu mon tableau en forme, recentrer les valeurs ici pour que ce soit peut-être plus lisible, de la même manière ici, centrer pour les hommes et les femmes et repérer ici donc ce tableau comme nous l'avions tout à l'heure, avec différentes tranches d'âge, une séparation homme-femme et les effectifs qui sont affichés ici. Il est donc possible à présent de procéder à la même manipulation que nous l'avons fait tout à l'heure, égale à l'opposé de la case d'à côté, de pouvoir étirer cette formule jusqu'en bas avant de la copier et de la recoller sur la colonne précédente en valeur, encore une fois, pour bien penser à se débarrasser de la formule. En appuyant sur Échappe, il nous est possible à présent de supprimer les données supplémentaires en trop. Je sélectionne tout mon tableau et je vais pouvoir insérer une nouvelle fois un histogramme horizontal que je vais pouvoir agrandir dans un premier temps. Et effectuer les manipulations que nous avons vues tout à l'heure, cliquer sur n'importe quelle barre avec un clic droit par la suite, mettre en forme l'axe, travailler sur les deux curseurs, le premier au maximum, le deuxième au minimum pour coller les différentes valeurs. Cliquez sur l'axe vertical ici afin de venir le modifier par un clic droit mise en forme. Dans les étiquettes, venir encore une fois positionner le choix bas pour mettre l'axe à gauche par exemple. Et enfin, terminer ici sur le dernier axe avec un clic droit pour mettre en forme cet axe là aussi. Et là aussi, comme tout à l'heure, dans la partie nombre, demander un format standard des deux côtés, à savoir standard, point virgule, standard. Ajouter et terminer. Nous sommes donc cette fois partis de données brutes, à savoir le tableau de l'entreprise avec toutes les données concernant chaque employé. Nous avons réalisé un tableau croisé dynamique avec un regroupement par âge qui aurait pu répondre à une consigne particulière. Et nous avons créé donc la pyramide des âges en partant de ce tableau directement. Voilà, bonne journée, merci.